Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Nathan Salin, j'ai 27 ans et je fais du Swift depuis août 2021. J'ai commencé sur Linux avant d'avoir un Mac. Donc je travaille à Sophia Développement à Nantes depuis à peu près avril 2022. Euh, Certains ici connaissent mieux le nom de l'app qu'on y développe, qui s'appelle Albus. J'ai aussi fait quelques projets perso, notamment j'ai porté le langage Swift sur la Nintendo Switch, donc de manière non officielle. Euh, Et j'ai fait aussi un autre projet dont je vais vous parler ici. Mon clic ne marche pas, c'est un désastre. Ce projet, il s'appelle Widgeteer. Donc c'est un framework Swift pour faire des apps Flutter. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'est Flutter ici? Non, parfait, je n'ai pas à expliquer. Donc Widgeteer, c'est cross-platform sur iOS, Android, mais aussi Linux et macOS. La syntaxe, on va le voir, est calquée sur celle de SwiftUI, donc tout est déclaratif. Le Swift, évidemment, il est compilé et exécuté normalement, comme du vrai code Swift. Il n'y a pas de transpilation, il n'y a pas de conversion. Voilà. L'app qu'on écrit, elle est 100% Swift. Il n'y a aucun Dart qui est requis. Avant de commencer, je tiens à préciser que, avant de faire ce projet, je n'avais jamais touché à Flutter. Donc c'est possible que je raconte n'importe quoi sur Flutter ou sur Dart. Si ça arrive, n'hésitez pas à me huer. Et pour info, ça a été développé il y a plus d'1 an où les macros n'existaient pas, d'où le petit tampon 100% macros free. Alors, je vais commencer rapidement par une démo d'une app, de l'app de démo du coup du framework. Alors là, j'ai ouvert le... Elle est où ma souris? Voilà. J'ai ouvert donc le projet Swift de la démo qui consiste en un package SPM avec un seul fichier. Donc on verra la tête qu'a le code juste après. Je l'exécute avec une commande très simple. C'est comme Flutter Run, sauf qu'on remplace Flutter par Widgeteer. On précise la plateforme sur laquelle on veut compiler, exécuter le projet. On attend que Xcode s'allume, efface ces choses. Et normalement, sur le simulateur que j'ai ouvert juste ici, on devrait voir l'app apparaître. Et voilà, magnifique. C'est l'app de démo Flutter. Pour ceux qui ont déjà fait du Flutter, vous allez la reconnaître. Sauf que derrière, c'est entièrement du Swift. Alors, on peut rapidement modifier une ligne si on veut changer le titre, ici. Je peux remplacer ça par Hello Go Ahead. Je vois pas ce que j'écris. Et si je relance, on va voir que le texte aura changé, une fois que le Swift aura recompilé. Alors malheureusement, comme on n'a pas la VM Dart, on n'a pas tout ce qui est hot reload, hot restart, etc. Cela dit, j'ai réussi à faire fonctionner les previews en étant un petit peu créatif sur la manière dont on le fait fonctionner. Donc là, je retourne sur le simulateur et je vois que le titre a changé. Super, incroyable, c'est magnifique. Et on a même les DevTools qui fonctionnent. C'est celui-là. Où on a l'arbre de nos widgets. Donc ici, on retrouve au hasard le widget Widgeteer Demo. Et quand on regarde ici, Widgeteer Demo, c'est une struct en Swift. Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais vous l'expliquer. OK. Donc, on va rapidement passer en revue le code de la démo. Donc, comme sur SwiftUI, les vues sont représentées par des structs avec le protocole widget qui remplace le protocole view. Ils ont une property qui s'appelle body avec un type opaque SomeWidget, exactement comme sur SwiftUI. Donc Widgeteer Demo, c'est le widget de plus haut niveau qui contient une Material App avec un titre, un thème, une homepage. Et donc si on regarde ce que c'est homepage, juste en dessous, c'est un autre widget avec un titre, une variable d'environnement qui correspond au thème, une variable de state qui correspond au compteur, donc qui s'incrémente quand on appuie. Et on retrouve la property body avec scaffold, colonne, texte, appbar, qui sont des concepts de Flutter que vous avez peut-être déjà vu, si vous avez déjà fait du Flutter. Je n'ai pas de pointeur laser, mais on voit que dans le floating action button, on a onPressed qui appelle increment counter, qui est juste en dessous, qui set le counter, qui incrémente le compteur.
comme sur SwiftUI, tout simplement. Et la dernière fonction, c'est la fonction main, qui est la même que celle qu'on a encore une fois sur Flutter. Ça fait run up en donnant le widget de plus haut niveau, et ça marche tout seul. Ça, c'est le seul code Dart de la démo. Non pas du framework, mais bien de la démo. C'est un seul fichier Dart avec le main. Ça, on importe Swift, on fait swift.main, et après, le framework s'occupe de tout faire. C'est vraiment le seul Dart que vous avez à écrire. Alors, comment ça fonctionne? Ça commence par un package Swift, qui, dans le cas de ma démo, ne contient qu'un seul fichier, mais on peut en avoir plusieurs. Et ce package Swift, il est compilé dans une librairie partagée. Là, ce que je décris, c'est l'utilitaire Widgetier que j'ai lancé tout à l'heure dans mon terminal. Donc ça commence par compiler le package Swift. Ensuite, ça démarre l'app Flutter, et ça exécute, excusez-moi, ça exécute main.dart, comme d'habitude. Le Flutter Engine s'exécute. On a le framework, du coup, côté Dart, qui charge la librairie partagée avec un DL Open tout à fait classique. Dart appelle la fonction widgetIrMain, qui est la fonction qu'on a vue tout en bas, qui est le main côté Swift. Et derrière, Swift appelle runapp, et du coup, c'est une app Flutter normale, et ça marche. Et c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Comment on fait pour appeler Swift depuis Dart? Alors, le projet Dart propose un package qui s'appelle Dart FFI, FFI comme Foreign Function Interface, qui permet d'appeler des fonctions de code natif. Originalement, donc, c'est fait pour du C. Là, dans la documentation, on nous dit que Dart FFI est capable d'appeler du code Objective-C et du code Swift. Alors, c'est super. Sauf que ça passe par l'interopérabilité Objective-C. Et le problème, c'est que sur 50% des plateformes qui, moi, m'intéressent pour mon projet, Objective-C n'est pas une option. Donc, ce n'est pas une option sur Android, ce n'est pas une option sur Linux. Ce n'est pas une option pour Windows non plus. Ce n'est pas supporté, mais je le mets pour la forme. Alors, comment on fait? Comme je vous le disais tout à l'heure, Dart FFI, à la base, ça a été fait pour appeler du C. Ce serait vachement bien qu'on ait un moyen de compiler du Swift en C. Et c'est là qu'intervient l'annotation cdecl. C'est une annotation qui dit au compilateur Swift de compiler une fonction avec les conventions d'appel de C. C'est l'équivalent de @obj_c, mais du coup pour le C, et c'est l'équivalent de externe C qu'on a en C++, qui retire le mangling et toutes ces choses-là. Alors, on va considérer 4 fonctions qui sont exposées dans le framework, donc elles sont publiques. On va considérer que c'est des fonctions Swift normales. Ce qu'elles font ici n'importe pas. Si on compile ces fonctions dans une bibliothèque partagée, on va regarder ce qu'il y a dans le fichier généré. On retrouve les fonctions qui sont compilées, mais avec la convention d'appel de Swift. Ça inclut donc le mangling, qui est le fait de transformer le nom pour encoder des informations de type. Mais ça inclut aussi la mise en place des registres, la mise en place de la mémoire, pour qu'on puisse faire l'appel de la fonction, pour que Swift puisse faire l'appel de la fonction. Et donc si on va de l'autre côté de cette librairie partagée, on voit que Swift peut appeler le code normalement, c'est normal, c'est du code Swift, mais C et Dart FFI ne peuvent pas, et nous c'est ça qui nous intéresse. J'aimerais bien que Dart FFI puisse exécuter mon code Swift. Alors on va retourner dans le code source, et on va ajouter la petite annotation magique cdecl sur les fonctions, et on va voir ce que ça fait. Donc quand on compile, on voit que les fonctions sont compilées comme avant, et à côté, ça rajoute des fonctions qui ont la convention d'appel de C et qui vont en interne appeler les fonctions de Swift. On voit que le mangling n'est pas appliqué, le nom c'est le nom qu'on met dans le cdecl. Et donc là, si on retourne de l'autre côté, on se rend compte que Swift peut appeler les fonctions en utilisant les fonctions normales de Swift, et on a C et du coup Dart FFI qui peuvent aussi appeler les fonctions en utilisant les versions cdecl. On a juste besoin de donner un header pour que Dart et C puissent voir les fonctions, entre guillemets, savoir qu'elles existent. Alors, quelles sont les limites de ce système? Déjà, Swift ne peut pas générer le header.
Il peut pour l'interopérabilité C++, si je ne dis pas de bêtises, mais pour C, il ne peut pas. Mais surtout, on ne peut utiliser que des types qui sont représentables en C. Comme le @obj pour l'objectif C, on ne peut pas tout utiliser de ce que propose Swift. Donc on reviendra dessus après, mais un petit spoiler, il n'y a pas beaucoup de types qui sont représentables en C, donc on va devoir être créatif sur la manière de le faire fonctionner. Donc ça couvre comment appeler Swift depuis Dart, il suffit de compiler le Swift en C. Maintenant, on aimerait bien avoir l'inverse. Comment est-ce que je peux appeler du code Dart depuis Swift? Alors on a une solution officielle qui est proposée par le projet Dart et Flutter, qui s'appelle les Dart ports. Ça ouvre un canal entre Dart et C, et on peut poster des messages dans les deux sens. C'est un petit peu comme les platform channels qu'on a sur Flutter, mais pour le code natif. Le seul avantage de cette solution, c'est qu'on peut poster un message depuis n'importe quel thread. C'est important pour la suite. Mais il y a des inconvénients. Ce n'est pas tellement documenté. C'est interne à la VM Dart et c'est instable. Alors pas dans le sens où c'est instable, ça ne marche pas, mais dans le sens où l'API n'est pas sèche. C'est systématiquement asynchrone, parce qu'on envoie un message et on n'a pas de retour. C'est pas réentrant, de par la nature asynchrone, forcément, et ça m'embête beaucoup, parce que j'aime bien quand c'est réentrant. Et on doit encoder et décoder les messages nous-mêmes, sous forme de string. Donc habituellement, on passe par du JSON. Donc ça fonctionne, mais c'est moyen. Il y a beaucoup de contraintes, notamment autour de la synchronicité. Donc au final, ce n'est pas pratique à utiliser, et le code du framework doit être tordu pour rentrer dans le moule des dartports. Donc ce serait bien de trouver une alternative. Est-ce que vous vous rappelez des fonctions C que Swift peut générer? Et si je vous disais que Dart peut faire la même chose, sauf que c'est à la volée, donc au runtime, et non pas à la compilation? On a la documentation de Dart FFI qui nous propose cette méthode qui s'appelle pointer.fromFunction, qui permet de convertir n'importe quelle fonction Dart en pointeur de fonction C. Au runtime, évidemment, et tant que tout est représentable en C, évidemment. Cette fonction, à la base, elle est utile pour donner des callbacks à des librairies C qu'on va appeler. L'avantage, c'est que comme c'est un pointeur qui a la convention d'appel de C, Swift peut l'appeler directement et de manière complètement transparente. Mais les inconvénients, ici, ça dit qu'on ne peut appeler les pointeurs qui sont générés que depuis le thread principal de l'isolate de Dart. Alors c'est un petit peu technique, mais en gros, Dart, il a un main thread, et donc ça génère un pointeur de fonction, et ce pointeur de fonction, il ne faut l'appeler que depuis ce main thread-là. Si on ne le fait pas, ça plante. Attention, ce n'est pas le main thread de Swift, parce que là, il n'existe pas. Ce n'est pas la main queue de dispatch, ce n'est pas le main actor. Ça, ce sont des choses qui sont complètement à part. Donc, pour le faire marcher, on a encore besoin de résoudre quelques problèmes. Premièrement, il faut créer les pointeurs et les donner à Swift, parce que c'est au runtime, donc forcément, il faut faire cette création des pointeurs. Et ensuite, il faut s'assurer que tous les appels soient faits depuis le bon thread, sinon ça plante. Alors, comment on résout le premier problème? C'est facile, il suffit de tous les enregistrer au démarrage. OK. Au démarrage de l'app, on a la séquence d'initialisation du framework, que en interne j'ai appelé la séquence de Bootstrap. Donc c'est dans le main du framework côté Dart, avant qu'on charge et qu'on exécute le code Swift de l'app. Donc là, dans mon schéma, d'un côté, j'ai la VM Dart, et de l'autre côté, j'ai la librairie Swift. On considère cette fonction qui existe côté Dart et qu'on veut rendre accessible depuis Swift. Là aussi, ce qu'elle fait, ça n'importe pas. Donc la première étape, ça va être de la convertir en pointeur avec la fonction qu'on a vue tout à l'heure, donc pointer.fromFunction. Et après, dans le framework, on a une fonction du coup côté Swift qui permet d'enregistrer ce pointeur. Côté Swift, donc, ça déclenche une fonction qui ressemble à ça, qui prend le pointeur, qui le stocke dans une closure. Comme ça, on peut l'appeler côté Swift proprement et comme une vraie fonction Swift en fait.
La closure, donc c'est ce qui est en bas, ici, elle s'appelle FlutterTouchState. Donc quand Swift va appeler FlutterTouchState, ça va directement appeler la fonction qui est derrière le pointeur. On voit que la fonction, elle est annotée avec cdecl, parce que pour que Dart puisse l'appeler, il faut qu'on la compile avec la convention d'appel C. Donc Swift garde la closure dans son coin, et le reste du programme s'exécute. Et maintenant, donc, à n'importe quel moment, c'est ce que je disais, si on appelle la closure, eh ben, ça va aller directement appeler la fonction qui est côté Dart. Et donc, en fait, pendant la séquence d'initialisation, toutes les fonctions sont register comme ça. Donc, on a celle qu'on a vue, il y en a une autre, il y en a encore une autre, et etc., etc. Elles sont toutes enregistrées comme ça, et actuellement, dans le projet, donc, il y en a 36. Toutes ces fonctions, je les ai appelées des outlets. C'est spécifiquement une fonction Dart qu'on appelle depuis Swift et qui est enregistrée à partir donc, de ce mécanisme au démarrage. Tout ça, c'est simplifié grâce à la génération de code, qui ne sont pas des macros. Je vais en reparler. Donc ça, c'est réglé. La création de pointeurs, ce n'est plus un problème. Et il reste le deuxième problème à régler, qui est le problème de threading. En fait, c'est très simple. Il suffit de déférer le travail sur le main thread, comme ce que nous demande en fait, la documentation de Dart. Donc ça, c'est un cas qui fonctionne et qui est très simple. On a du code Dart qui appelle du code Swift et qui re-appelle du code Dart, donc via une outlet. On a la garantie que le point d'entrée, donc qui est tout à gauche, sera toujours dans le bon thread, qui est du coup le main thread de Dart. Et quand on re-rentre de l'autre côté, on doit être dans le main thread, sinon ça plante. Donc ce cas-là, c'est le cas qui fonctionne. Il n'y a aucun autre thread qui est impliqué, c'est très simple. Maintenant, si on considère que Swift démarre des threads supplémentaires, que ce soit via une dispatch queue, que ce soit via async await, via Swift NIO, ou même une création de thread foundation classique, si jamais à l'intérieur de ça, on a du code utilisateur qui va aller rappeler du code de la VM Dart, ça va planter parce que du coup, on sera sorti du main thread et en fait, on refait l'appel sans y re-rentrer. La solution, c'est très simple, c'est d'ajouter un middleware qui va déférer le code qu'on veut exécuter sur le thread principal. Ce middleware, du coup, je l'ai appelé FlutterSchedule. C'est une famille de fonctions qui permet de poster des jobs Swift sur le thread principal de Dart. La fonction, elle est assez intelligente pour ne pas faire le postage quand il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que si on est déjà sur le main thread, ça va s'exécuter tout de suite. Donc en fait, on peut l'utiliser librement partout dans le projet. Il n'y aura pas d'impact de performance si ce n'est pas nécessaire. Donc il y a plusieurs variantes de la fonction. On a des versions qui ne retournent rien, qui est la première. On a une version asynchrone et on a une version synchrone bloquante. Et j'ai aussi, dans mes outils, une dernière petite fonction qui permet de s'assurer qu'on est dans le bon thread. Ça, c'est à mettre partout, dès que possible. On peut se demander pourquoi, parce que dans tous les cas, ça va planter si on n'est pas dans le bon thread. En fait, avoir ça, ça nous permet d'avoir une granularité qui est beaucoup plus fine dans le debug, parce que si on a un appel qui est fait dans le mauvais thread, plus on aura de ça, plus l'erreur va planter à un endroit qui va nous permettre de corriger le problème. Donc on a résolu tous nos problèmes. On a une interopérabilité entre Swift et Dart qui est bidirectionnelle, qui fait uniquement des appels directs, si on fait l'abstraction de FlutterSchedule. C'est réentrant, et ça c'est très important pour le fonctionnement de mon framework. Et c'est sans compromis, donc on n'a pas besoin d'ajuster le code du framework pour rentrer dans un moule, comme c'était le cas avec Dartport, en faisant abstraction de FlutterSchedule. Ok, ça, c'est notre interopérabilité. On a dit qu'on pouvait appeler des fonctions dans les deux sens, mais qu'est-ce qu'on envoie réellement entre les deux? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur des fonctions? J'ai parlé du canal, mais je n'ai pas parlé du message, entre guillemets. Donc ici, notre canal, c'est C. Donc les messages, ça doit être des machins C. Donc on a besoin de représenter du Swift en C
et de pouvoir le réinterpréter côté Dart, et on a besoin de l'inverse, avoir des machins Dart, on les transforme en C, et après on les réinterprète côté Swift. Alors on va commencer par des exemples triviaux, qui sont des types qui existent dans tous les langages tels que les entiers. Là, pour ces types-là, on a l'interopérabilité C de Swift qui nous mâche le travail et Dart FFI qui fait la même chose de l'autre côté. Donc, tout fonctionne normalement, et en fait, tous les types numériques sont triviaux. On a les booléens, voilà. Même les strings sont triviaux, parce que C a une conversion implicite de string vers char étoile, quand on le passe dans une fonction, spécifiquement. Et en fait, de son côté, Dart FFI, il copie le buffer dans une string Dart, et en fait, ça fonctionne tout seul. Donc, on n'a aucune gestion de la mémoire à faire. On n'a pas besoin de gérer le cycle de vie du pointeur, et on n'a pas besoin de copier le string Swift non plus. Et même des objets Dart, donc, qui vont dans l'autre sens, c'est trivial, parce que Dart FFI a quelque chose qui s'appelle Dart Handle, qui est un pointeur opaque vers un objet, une instance d'une classe Dart. Swift ne peut pas les utiliser, mais il peut les stocker et il peut les réutiliser. Il peut les redonner à Dart, pardon. Ensuite, on a les types qui sont non triviaux, mais qui peuvent être représentés par des types triviaux. L'exemple le plus simple, c'est les enums. Comment on fait pour représenter un enum en C? On utilise le numéro du cas. On peut même avoir des enums optionnels. Il suffit d'utiliser -1 pour représenter nil. Ensuite, si on considère un cas moins facile, qui est un entier optionnel, C n'a pas réellement d'optionnel dans le langage tel quel. On ne peut pas utiliser 0, on ne peut pas utiliser -1 pour des raisons évidentes. Et voilà, donc je dis que C n'a pas d'optionnel, on pourrait utiliser null avec des pointeurs, parce que Dart FFI le supporte, mais ça nécessite de faire une gestion de la mémoire manuelle. Donc Swift peut le faire, mais bon, c'est pénible. Et en plus, les entiers optionnels, ce n'est pas le seul type qui est non trivial à représenter. N'importe quel type optionnel, en fait, aura le même problème. On ne peut pas représenter les oreilles non plus parce que Dart FFI ne le supporte pas. Et en fait, de manière générale, n'importe quoi qu'on ne peut pas représenter en C n'est pas trivial. Je pense par exemple au closure. La réponse à cette problématique, c'est unmanaged, qui est une struct en Swift qui wrap une référence vers une instance de classe, et ça en fait une référence qui est non gérée par l'ARC. Le nom unmanaged vient de là. Alors à quoi ça sert concrètement? Ça sert à faire du ref count manuel, donc les retain release, on doit les faire à la main, mais surtout, ça permet de convertir n'importe quelle référence non gérée en pointeur opaque C, donc est void star, void étoile, et ça, du coup, c'est représentable en C. Alors, comment ça fonctionne? On va considérer une instance de classe qui s'appelle myClass, voilà, on s'en fiche, en Swift. On va la convertir en void star pour le donner à C. Alors, comment on fait? On utilise unmanaged, donc pour convertir la référence en référence non gérée, on fait le retain, donc c'est avec la fonction qui s'appelle passRetain, donc ça fait un +1 sur le ref count de l'instance, et ensuite on utilise la fonction toOpake pour la convertir en void star. À partir de là, on a un pointeur opaque côté C qu'on peut trimballer, et il sera, comment dire, comme il est retain, on peut en faire ce qu'on veut, on n'aura pas de problème de mémoire. Et de l'autre côté, on peut le redonner à Swift en faisant le processus inverse. Donc on fait unmanaged.fromOpake, ça nous redonne une référence non gérée, et ensuite on fait take, ce qui nous redonne l'instance de la classe, et là on a le choix entre la prendre en retain, ce qui refait un +1, ou la prendre en unretain, on s'en fiche un peu. Et ça redonne l'instance originale de la fonction. Et une fois que C a terminé avec cette référence non gérée, on appelle une fonction qui s'appelle release, qui fait le -1, qui permet d'équilibrer le retain qu'on a fait plus tôt. Donc c'est ça l'équilibrage manuel en fait de l'unmanaged. Alors on va prendre l'exemple concret du coup de l'entier optionnel pour voir comment ça se passe. On va considérer que ça peut être modélisé avec une classe, pas une struct, parce qu'on a besoin de la sémantique par référence pour utiliser unmanaged, qui a deux fonctions, une pour savoir s'il y a une valeur et une deuxième fonction pour récupérer la valeur si on a une. Bon. Plutôt simple. On imagine maintenant une valeur opt-int qui est du coup du type de cette classe-là.
On utilise unmanaged pour le convertir en void star et le passer à C. Et ensuite, à côté de la classe, on crée des fonctions donc, qui sont toujours annotées avec ces decles, qui permettent de manipuler donc, la classe. Ici, c'est la fonction isSet qui permet de savoir si l'optionnel a une valeur ou pas. J'en mets qu'une pour que ça reste bref, mais il faut imaginer que toutes les méthodes de la classe ont leur propre fonction comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on va utiliser l'unmanaged pour sortir la valeur, faire l'opération qu'il faut sur la méthode, sur la classe. En fait, c'est un appel de méthode. Et puis voilà. Côté C, du coup, quand on le convertit, ça donne cette fonction. Et donc, si on rajoute un peu d'enrobage et qu'on complète l'API avec une fonction de release, en fait, on se retrouve avec une API en C qui permet de manipuler une classe Swift. Et en fait, quand on la regarde, on se rend compte qu'elle ressemble à n'importe quelle API C de n'importe quelle librairie, que derrière, c'est du Swift, mais qu'en fait, on s'en fiche, ça pourrait être n'importe quoi. Et donc, tout ce mécanisme nous permet juste de répondre à cette question. Ça nous permet en fait de remplir les points d'interrogation. À chaque fois, on va créer une classe qui wrap et qui représente ce qu'on veut représenter. On utilise unmanaged pour le convertir en pointeur opaque, et on fait des fonctions pour manipuler l'objet. Et cette technique, on peut l'utiliser pour représenter tous les types qui nous posaient problème tout à l'heure. Évidemment, à chaque fois, il faut faire une classe qui fait le wrap et les headers C qui vont à côté. On peut aussi se poser la question de la gestion de la mémoire. Comment est-ce qu'on sait qu'on doit appeler la fonction de release? Dart FFI propose un mécanisme qui s'appelle Native Finalizer. C'est un outil qui permet d'automatiquement appeler la fonction de release quand la classe dans laquelle on le met est garbage collecté. Donc, on le met dans une classe, on le met à côté de notre pointeur opaque, donc pointer void, c'est l'équivalent Dart de void star, donc c'est en fait la classe Swift, enfin l'instance de la classe Swift. Et quand le garbage collector de Dart va collecter cette classe, automatiquement, ça va appeler la fonction de release qu'on lui donne en paramètre, et ça va automatiquement, du coup, faire le -1 côté Swift. Et si ça arrive à 0, ce sera détruit. Et on a besoin de l'opposer maintenant. On a besoin de savoir comment libérer des objets Dart depuis Swift. Alors, j'ai mentionné plutôt quelque chose qui s'appelle Dart Handle. Donc pour rappel, c'est la même chose que unmanaged, mais côté Dart. Donc c'est un pointeur opaque qui contient une référence vers une classe Dart, enfin une instance d'une classe Dart. Dart Handle, c'est ce qu'on appelle des handles locaux. Ils sont locaux à l'appel courant, à l'appel FFI courant. Ce que ça veut dire, c'est que quand Dart appelle Swift, qu'il y a des Dart handles, quand l'appel se termine, tous les Dart handles sont automatiquement supprimés. Si on veut les garder, on doit les élever en ce qui s'appelle Dart Persistent Handle. Comme le nom l'indique, ils sont persistants, leur lifetime est infini, jusqu'à ce qu'on les détruise manuellement. Donc naturellement, on met ça dans une classe Swift. En fait, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. On rajoute un dayinit, et à l'intérieur du dayinit, on va appeler une fonction du SDK Dart qui permet donc de supprimer ce persistent handle. Et donc quand la classe est release par la RC, ça va appeler cette fonction qui va demander à Dart de garbage collecter l'instance qu'il y a derrière, si c'est référencé nulle part ailleurs. Et donc au final, en fait, il fonctionne main dans la main. C'est-à-dire que c'est le garbage collector de Dart qui gère la lifetime des classes Swift, et c'est l'ARC qui va dire à Dart quand est-ce qu'il peut garbage collecter ses objets. Alors évidemment, toute cette plomberie, ça fait beaucoup de code. C'est lourd à utiliser, et vous en doutez, c'est pas très pratique. C'est pour ça que, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai écrit un générateur de code qui génère tous les allers-retours dont j'ai parlé. Il gère tous les types standards, donc int, bool, string, etc., etc. Tous les types de Flutter, theme data, textile, tout ce qu'on retrouve en fait dans la bibliothèque des widgets Flutter. Et surtout, ça fait la plomberie des widgets, de leur state, etc., etc. Donc en entrée, ce générateur de code, il prend des fichiers TOML. Donc là, l'exemple, c'est celui du widget text. Un fichier TOML représente un binding, TOML, je vais dire TOML. Donc on voit que c'est un widget. On sait où le trouver dans les imports Dart. Et on voit qu'il a deux paramètres. On a le texte.
ainsi que style, qui est de type textile. Et donc ce truc-là, quand on le donne au générateur de code, il va générer la struct côté Swift qui représente le widget texte. Il va générer tout le code pour faire tous les allers-retours dont j'ai parlé, y compris du coup les outlets qui permettent à Swift de créer des instances de type texte. Ensuite, on a dit que le deuxième paramètre, c'était de type textile. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. On réécrit un fichier TOML, on dit que c'est une classe, on dit où la trouver, et on dit qu'elle a une property qui s'appelle color, qui est de type color. Et à son tour, ça va générer tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Donc, la classe côté Swift, tout ce qu'il faut pour les allers-retours, et tout ce qu'il faut pour que Swift puisse en générer. Donc ça, c'est une petite portion des bindings qui sont disponibles. Je n'ai pas de pointeur laser, mais dedans, on trouve tous les types primitifs, comme string ou void ou int ou double. On a des types qui sont spécifiques à Flutter, comme color. On a les widgets eux-mêmes. On voit text direction, on voit scaffold, on voit material app. Donc ça, c'est littéralement des widgets Flutter. On a des enums aussi, comme... j'en trouve pas, mais bon, voilà, on a les enums. On a des fonctions, on a des classes, on retrouve le build context, qui est beaucoup utilisé dans Flutter, etc., etc. Actuellement, dans le projet, il y a 35 bindings pour 73 types générés. Parce qu'à chaque fois, ça va générer le type, ça va générer la variante optionnelle, et ça va générer tous les sous-types dont on a besoin pour l'utiliser, parce que le framework il utilise beaucoup les génériques, et on a beaucoup de contraintes génériques qui sont utilisées, et donc ça en génère plein à chaque fois. L'intérêt de cette solution, c'est que si vous voulez utiliser mon framework et qu'il vous manque un widget, vous pouvez en fait écrire un fichier TOML pour faire le bridging vous-même, vous relancez la génération de code, et théoriquement, si c'est bien fait, ça devrait fonctionner tout seul, y compris pour des widgets de package externe. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser le pouvoir du catalogue pub.dev en faisant une app en fait en Swift. Voilà, donc ça couvre à peu près tout sur l'interopérabilité Swift en Dart. Maintenant, on peut se demander comment est-ce que j'ai fait la partie clone de SwiftUI, parce que je l'ai survolé. Comment fonctionne le protocole widget, comment fonctionne la property body, les types opaques, les result builders, etc. etc. Comment j'ai fait le state, comment j'ai fait l'environnement. Mais en fait, ça mérite une présentation à part, parce que celle-là est suffisamment longue. Donc c'est prévu de parler de comment est-ce qu'on fait du coup le DSL de SwiftUI avec les result builders, voilà, les property wrappers. Comment est-ce que j'ai réussi à avoir une identité structurelle sur les widgets, comme sur SwiftUI. Comment est-ce que j'ai fait pour écrire dans les manage properties, donc c'est state et environment, qui sont des properties privées dans l'instruct. Alors comment j'ai fait pour les modifier sans génération de code et sans macro. Comment est-ce que j'ai fait aussi pour gérer l'égalité des widgets, pour savoir est-ce qu'un widget a changé, mais sans demander de conformance à Equatable manuel. Alors voilà, comment j'ai fait tout ça? Encore une fois, sans macro et sans génération de code. Alors, est-ce qu'il faut utiliser ça en production? Évidemment que non. Déjà parce que FFI, c'est très lent. Les appels FFI sont très lents. Et en fait, avec ça, on n'utilise aucune des optimisations de Dart, qui sont notamment le const. Donc du coup, dans une app en Swift, il n'y a aucun const parce que tout est fait partout au runtime. Et on a des optimisations au niveau de la compilation, donc de l'isolate Dart, pour avoir un démarrage accéléré, par exemple. Tout ça, on ne l'a pas non plus. Donc c'est juste un projet expérimental que j'ai fait pour m'amuser. Merci de m'avoir écouté. Donc vous pouvez retrouver les sources du framework et de la démo sur GitHub, donc c'est c'est à l'écran. Je serai dispo pour en parler après si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Quel outil tu utilises pour générer le code, du coup? C'est un générateur de code que j'ai fait moi-même, qui est en Dart, et donc qui prend les... J'ai défini moi-même en fait la définition la structure des fichiers TOML. J'ai dit, voilà, on peut définir des widgets, on peut définir des classes, on peut définir des enums, on peut définir des fonctions. J'ai écrit plein de fichiers TOML, et derrière, j'ai fait moi-même en fait le générateur de code qui génère du Dart,
du Swift et les headers en C qu'il faut pour le faire fonctionner. Ce sera la troisième présentation. Je peux montrer la tête du code généré, parce que je l'ai là. Je l'ai là. Bon. Bon, il n'y aura pas la tête du code généré. Merci. Voilà, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à faire, c'est que je voulais que ce soit correctement présenté, parce que comme c'est pas forcément simple à appréhender et qu'il y a beaucoup de notions différentes, je voulais faire une présentation qui soit très visuelle pour qu'on se rende compte vraiment des allers-retours qui sont faits au niveau des données, de la représentation, etc. etc. Merci. Jusqu'où tu es allé justement en termes d'app, pas en production, j'ai bien compris, mais est-ce que tu as essayé de pousser un peu plus loin avec autre chose? Non. Mon but, c'était déjà de faire un truc expérimental avec la démo. Je voulais que ça fonctionne sur toutes les plateformes. J'ai galéré pour Android, mais ça fonctionne. Je ne peux pas montrer la compilation de l'app Android ici parce que je n'ai pas de toolchain qui peut cross-compiler de macOS à Android. Je peux le faire que sur Linux et je n'ai pas mon laptop Linux. Mais en fait, je voulais que la solution soit scalable. D'où le générateur de code avec les TOML, parce que faire une démo qui marche avec un compteur, c'est bien joli, mais ça ne sert à rien. Donc si jamais derrière, je veux pouvoir faire des vrais applis, il faut que je puisse rajouter plus de widgets. Et il faut que ma solution fonctionne avec tous les... Enfin, il faut qu'on puisse faire une vraie app avec, en fait. Donc là, il n'y a que state. Donc c'est vraiment très basique. Mais la prochaine étape, ce serait d'essayer d'apporter plus de concepts de SwiftUI, notamment, je pense au hasard, à l'environnement. Parce que là, l'environnement, c'est l'environnement qui est built-in de Flutter. On ne peut pas déclarer nous-mêmes des variables d'environnement comme on peut faire sur SwiftUI. Et rajouter plus de widgets, et aller plus loin, itérer comme ça sur la solution. Oui. Combien de temps d'investir? Je dirais entre 4 et 6 mois pour faire... En fait, j'ai commencé à faire un POC pour vérifier que ma solution fonctionnait. Le générateur de code était en Python. Et justement, ça ne scalait pas du tout. En fait, j'avais écrit un peu ça à l'arrache. Et je me rendais compte qu'il fallait que je refacto constamment le code dès que je voulais ajouter un nouveau widget, un nouveau concept. Donc une fois que j'ai validé que ma solution fonctionnait, j'ai tout poubellisé. Et j'ai refait un truc propre avec le nouveau générateur de code. Et en tout, ouais, c'est ça. Entre 4 à 6 mois, je pense. Tout ça motivé par le fait que j'aime bien faire du Swift et je n'ai pas d'iPhone et je voulais pouvoir faire des apps en Swift que moi je puisse utiliser sur mon téléphone Android. Ça irait plus vite avec un iPhone. Ça va plus vite, c'est moins fun. Okay. Et donc avant, tu avais fait sur la Switch? Peut-être d'apporter Switch sur Switch? Oui, c'est ça. Parce que je développais des homebrew pour la Switch. Et j'avais vu que Swift venait d'être rendu open source par Apple. Et j'en avais fait il y a longtemps. Et je me suis dit, bah, ce serait sympa de voir si je ne peux pas faire marcher ce langage que j'aime bien utiliser comme ça. Et donc, j'ai pris le compilateur de Swift et je l'ai fait fonctionner sur la Switch. Et du coup, tout fonctionne, sauf qu'il n'y a pas Foundation ni Dispatch. Donc en fait, en pratique, on ne peut rien faire. C'est dommage. Parce que derrière, c'est du C qui utilise des choses qui sont très plateformes spécifiques. Ça existe pour Windows, Linux, macOS et c'est tout. Et comme la Switch, c'est aucun de ces trois-là, en fait, il aurait fallu faire une réimplémentation de Dispatch. Et voilà. Avec le nouveau Foundation qu'ils sont en train de faire en pure Swift, peut-être que ce sera l'occasion de faire revenir ce projet à la vie. Parce que du coup, Foundation, il devrait marcher tel quel. Dispatch, je ne sais pas. Donc, à voir. J'ai vu que tu avais une question, oui. Oui. Est-ce que tu penses que ça pourrait passer en production un jour? Les problèmes de performance font
que malheureusement je ne pense pas. Parce que, en fait, tous les allers-retours que je décris, ils sont très coûteux. J'ai dit que les appels à DartFFI, ils sont lents, mais imagine, tu as un entier optionnel. À chaque fois que tu veux le passer d'un côté à l'autre, tu dois le mettre dans une classe, faire le ref count à la main, etc., etc. Et de tout avoir dans des classes, je pense que ça élimine les performances complètement. Donc, c'est un sentiment que j'ai. J'ai jamais fait de grosses applis avec, donc je ne sais pas. Mais j'estime que ce sera pas viable. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup, sur la version Android, l'APK fait 80 mégas. Parce que le runtime Swift fait 80 mégas. Donc ça inclut toutes les libs Swift, ça inclut Dispatch, Foundation, Foundation XML, tous ces trucs-là. Et donc en tout, on se retrouve avec un APK de 80 mégas. Pour le Hello World, hein, c'est juste un compteur. Donc, voilà, je pense que c'est bien pour s'amuser, mais en tout cas, moi, je ne l'utiliserai pas en prod. Voilà. Pas comme ça, en tout cas. Question? Bon, bah, merci beaucoup, franchement. Merci à vous. Et donc on sait qu'on a déjà un talk prévu. Oui. Prochainement. Si ça intéresse, parce qu'il est pas prêt, mais si ça intéresse, je pourrais travailler dessus. C'est le temps qu'on arrive à organiser. Trop cool. Donc tu as mis le GitHub donc, tout à l'heure. Oui, je peux le remettre si vous voulez, si j'arrive à trouver ma souris. Tu l'as publié récemment le GitHub ou c'est un Pour les talks, on peut faire des trucs plus simples. Le projet est en pause depuis à peu près 6 mois. Ok, donc tu as fait ça déjà. En fait, je voulais, comme je disais tout à l'heure, avoir quelque chose qui est scalable et un peu propre à montrer. Ouais. Parce que mon premier POC il était vraiment horrible. Donc j'ai vraiment pris le temps de le refaire correctement. Et j'ai fait le talk et j'ai publié les sources en même temps. Donc ce qu'il y a là, c'est littéralement ce qui est sur ma machine. Le projet en fait n'a pas bougé depuis. Il n'y a pas de doc sur comment l'utiliser. Notamment si on veut le faire marcher sur Android, il faut aller télécharger la toolchain et l'installer, mettre les chemins vers Clang, machin, il y a tout un truc à faire. Donc je pourrais écrire un README si jamais il y a des gens qui veulent faire Muse avec. Mais du coup, ça marche donc sur iOS, Android, macOS et Linux. Et ou si quelqu'un veut s'amuser sur Windows, je ne sais pas pourquoi, mais je pourrais le faire marcher. Voilà.